Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Eh ben, ouf et bonsoir, ça y est, ça a fini par marcher. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue donc à ce nouveau webinaire que j'ai trouvé intelligent d'appeler Je suis exceptionnel. Et ça va peut-être, je crois, donner le point de démarrage d'une série justement de certaines perturbations de la personnalité que l'on peut voir régulièrement chez nos enfants, chez les adolescents et chez les adultes. Et en fin de compte, j'ai retrouvé beaucoup de ces points un petit peu dans cette idée d'être un être exceptionnel, d'être une personne relativement exceptionnelle. Et donc, je me suis dit, ça serait une bonne idée de démarrer avec ça en tant que principe. Alors, si on veut considérer un petit peu le fait de vouloir être exceptionnel, en fin de compte, c'est relativement normal pour nous en tant que personnes de vouloir sortir du lot, de vouloir être exceptionnel. Déjà, ça fait un petit peu partie de nos gènes parce que pour que je me fasse une place dans la société, il faut que je sois peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas plus intéressant ou meilleur que d'autres dans le groupe. Il faut que je sois supérieur à certains autres pour pouvoir me faire mon petit trou, ma petite place. Pour me trouver une femme agréable, intelligente, etc., il faut que je sois exceptionnel à ses yeux, ou en tout cas que j'ai un certain intérêt, plus d'intérêt que certains autres, par exemple. Et même principe, pour une femme, il faut qu'elle sorte un petit peu du lot, etc. Donc c'est un petit peu génétique que l'on veut peut-être pas être exceptionnel, mais en tout cas sortir du lot ou être un petit peu différent des autres ou avoir quelque chose un petit peu de spécial de façon à être spécial. Donc, c'est normal de vouloir être exceptionnel et on peut voir ça dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés humaines. Là, j'ai pris l'exemple de Achille, ancien héros de la Grèce antique. C'était un être exceptionnel. En Europe, on a eu les chevaliers qui étaient des êtres exceptionnels. On a eu le roi Arthur, on a eu ceci, on a eu cela. Enfin bref, je veux dire, chaque culture a sa fournée d'êtres exceptionnels. Alors, on a les dieux, les demi-dieux, les personnes historiques, fantastiques, etc. Les personnes un petit peu comme des êtres, les êtres qui sont mi-mythiques et mi-existants, comme Ronald Lobro, que vous avez vu dans la série Viking, sûrement prononcé d'une autre façon parce que c'était prononcé en anglais ou en français. Mais par exemple, cet ancien Viking, il a existé, c'est vrai, il a existé, mais il a été rajouté des mythes à son histoire. C'est devenu une personnalité mythique et existante, quoi. Après, on ne sait plus faire la différence. Dans les principes les plus proches, c'est en fin de compte très sain d'avoir des êtres exceptionnels sur lesquels se calquer ou pour lesquels essayer de prendre certains des principes pour sortir du lot, pour avoir comme principe de vie. Alors, bien entendu, ça peut être ces personnages mythiques, ce que vous voulez, mais ça peut aussi être tout simplement des parents, des grands-parents, des personnes que l'on admire, par exemple, pour une raison ou pour une autre. Et puis, c'est une bonne chose parce que ça donne des buts, ça donne du courage, ça donne de la force pour surmonter certaines choses. Et puis, ça permet aussi de rester humble. Tu vois, vous voyez, comme Stéphane, comme moi, des personnes très humbles, exceptionnelles mais humbles. Non, enfin, ça permet de rester humble à un certain niveau parce qu'on sait toujours qu'il y a quelqu'un qui on n'arrivera peut-être jamais, au niveau duquel on n'arrivera jamais ou auquel on essaye d'arriver à ce niveau. Et donc, ça permet une certaine humilité. Et c'est quelque chose de très sain. Après, il y a le principe
qui devient de plus en plus courant aujourd'hui et sur lequel je vais revenir, qui est le fait que l'on devient exceptionnel sans rien faire. Et c'est un petit peu ce qu'on peut malheureusement voir régulièrement à la télé, les différents programmes qu'on peut voir de télé-réalité. Enfin, je veux dire, la première fois que j'ai entendu parler de télé-réalité, c'était le Loft, que ça s'appelait. J'ai regardé, je crois que j'ai regardé un épisode, en tout et pour tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu un jour et puis un petit peu un autre jour. Je crois que j'ai fait ça sur 3-4 jours et puis bon. En fin de compte, c'était des personnes qui vivaient dans une villa, qui se parlaient de choses et d'autres au bord d'une piscine. Ouais, bon, voilà. Donc, en fin de compte, vivre une vie plus ou moins normale ou faire des choses plus ou moins normales, c'est presque devenu exceptionnel. Ça passe à la télé. Il fut un temps où pour passer à la télé, il fallait quand même savoir faire quelque chose d'autre que de boire un Coca-Cola à côté d'une piscine. Donc, en fin de compte, toutes ces choses, la télévision, les réseaux sociaux, ça fait la promotion déjà d'une part de l'être exceptionnel, et puis ça vous donne un petit peu l'impression qu'en fin de compte, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour devenir exceptionnel. Et c'est presque un fait, en fin de compte. Et ça fait que si, en tant que personne, en rêvant d'être exceptionnel et en étant élevé de façon à être exceptionnel, si au lieu de se retrouver la grande étoile du 21e siècle, on se retrouve caissière chez Auchan, eh ben, c'est un fait que c'est une déception et c'est quelque chose que les gens ne veulent pas. Et en fin de compte, si on y réfléchit bien, je trouve que dans notre société, on est en train de régresser de plus en plus sur beaucoup de domaines, sous la face cachée de l'évolution et de la liberté presque sans limite. En fin de compte, je trouve qu'on a de moins en moins de liberté et que, en fin de compte, on revient de plus en plus à des anciens principes que pourtant on croyait révolus. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quelque chose que j'avais appris, c'est il n'y a pas de saut-métier. Tu fais le boulot que tu fais, il n'y a pas de saut-métier. Il suffit de travailler, et peu importe si tu fais des nettoyages ou si tu fais ceci ou cela, ben c'est un métier, c'est mieux que rien, et il est important de bien le faire, que ce soit de laver les sols ou de taper sur une caisse ou d'être directeur de quelque chose, il est important de bien le faire. C'est un métier. Et en fin de compte, ça, c'était la signification que ça voulait dire. C'était, je faisais mon métier, j'étais sérieux dans mon métier, donc ça avait une certaine valeur. Les gens avaient la valeur de la sérieuxité du métier qu'ils faisaient. Pas du métier qu'ils faisaient, mais de la façon dont ils le faisaient. Et les études prouvent, en fin de compte, que l'important, en fin de compte, aussi pour être heureux dans son métier, c'est pas le métier qu'on fait, mais c'est la qualité des relations qu'on y entretient. C'est la qualité des relations dans le métier. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive de plus en plus à cette très ancienne, presque pensée moyenâgeuse, qui voulait dire qu'en fin de compte, il y avait les gueux, comme ils disent dans Les Visiteurs, qui faisaient des métiers de gueux. Et puis, il y avait la belle société qui faisait des métiers intéressants, qui étaient les chevaliers. Et aujourd'hui, les chevaliers des temps modernes, dans beaucoup de personnalités, c'est être modèle sur Instagram. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Et puis, les métiers moins intéressants et les métiers de gueux, c'est devenu caissière, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de reculer sur ce point et sur beaucoup d'autres points dont je parlerai peut-être donc dans ces autres webinaires, par cette espèce de glamour que l'on fait autour de la société moderne et autour de la valeur de l'individu. Et en fin de compte, si on devait regarder l'importance ou la qualité des relations qu'on entretient dans son métier, personnellement, je dirais que le métier d'être influenceur sur Instagram ou modèle sur Instagram, etc., à part se prendre des coups de couteau dans le dos, il n'y a
pas beaucoup de relations sociales là-dedans. Si on veut regarder un petit peu, enfin, ce qui en découle, en fin de compte, c'est pas grand-chose, à part une espèce de fait d'être relativement public et de se donner une importance, justement d'être exceptionnel, sans pour autant faire grand-chose, d'autre que certaines photos sur Instagram. Et en fin de compte, on est arrivé dans cette nouvelle façon de scinder les classes qui ne me dit rien qui vaille. Donc, fut un temps, quand même, où pour devenir exceptionnel, eh ben, il fallait faire des choses exceptionnelles. En fin de compte, c'était pas donné à n'importe qui d'être exceptionnel. Alors déjà, c'était pas nécessaire pour être bien vu, pour avoir de bonnes relations. Il n'était pas nécessaire d'être exceptionnel. Et en plus, il fallait faire quelque chose pour être exceptionnel. C'était pas suffisant etc. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, comme la plupart d'entre vous le savent sûrement, puisque je peux voir qu'ici, il y a surtout des habitués. Je joue à des jeux en ligne et, entre autres, je joue à World of Warcraft. Et en fin de compte, quand j'ai commencé World of Warcraft, on commençait en tant que héros, on commençait vraiment dans le nul de nul, on était un petit fermier, la seule arme qu'on avait, c'était une fourche, et puis on a monté les rangs comme ça. Et pour obtenir sa monture, pour obtenir certaines choses, même relativement simples, eh ben, il fallait travailler. C'était pas aussi facile que ça. On mourait souvent, c'était difficile. Il y avait des choses à surmonter, etc., etc. Et il fallait savoir travailler en équipe. Il fallait être d'accord. Il fallait savoir écouter. Il fallait savoir obéir à des ordres et pouvoir travailler en groupe. Enfin, il y avait pas mal de trucs assez intéressants dans ce jeu. Et au moment où le jeu était le plus compliqué, il y avait le plus de challenges, c'était le moment où World of Warcraft avait le plus d'abonnés. Il y avait, à l'époque où je jouais, et à l'époque où c'était très difficile, il y avait 11 millions de joueurs, ce qui représentait quand même pas mal. Mais Blizzard s'est dit c'était un petit peu trop compliqué. Il y en avait qui se plaignaient que c'était trop compliqué. Il y en a toujours qui se plaignent que c'est trop difficile. Et donc, Blizzard s'est dit, bon, ben, on va... Diana, vous avez joué à World of Warcraft, Diana? Je me rappelle avec nostalgie qu'elle me dit. Et puis donc, Blizzard s'est dit, bon, ben, on va simplifier les choses. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont baissé les prix en or pour acheter les montures. Donc, c'était plus... Tout le monde pouvait acheter sa monture sans trop de problèmes. Après, les raids, on pouvait les faire plus facilement, etc., etc., etc. Et donc, les choses sont devenues plus faciles. On avait des achievements, comme ça s'appelait. Donc, on pouvait avoir des titres spéciaux, des montures spéciales, sans faire grand-chose. Hein. Et puis, le nombre de joueurs sur World of Warcraft a tombé singulièrement. Il a été, quand ils sont passés de Lich King à Cataclysme, ils ont perdu 2/3 des joueurs. Aussi simple que ça. Ils sont tombés de 11 millions à 3 millions. Alors bon, ils sont pas encore en faillite, mais ça a été un sacré coup. Depuis, ils ont toujours pas compris le truc, parce que les choses sont toujours relativement faciles. Mais maintenant, je veux dire qu'ils ont quand même compliqué certaines choses. Et il est amusant de voir que les serveurs dits privés, qui jouent les anciennes versions de World of Warcraft qui étaient plus compliquées, ont de plus en plus de joueurs et ont beaucoup de joueurs. Apparemment, la valorisation de la facilité, en fin de compte, ça n'est pas satisfaisant. Et ça, on le sait psychologiquement parlant. Néanmoins, ce que l'on essaie de faire en ce moment, c'est que l'on dit on va continuer à valoriser l'exceptionnel, mais pour ne pas perdre les gens, en quelque sorte, tout le monde va être exceptionnel et tout le monde va être valorisé. Ce qui fait que les choses sont devenues de plus en plus faciles. Et puis, en fin de compte, on n'a plus besoin de faire grand-chose, de moins en moins. Ça me fait un petit peu penser que quand je vois des photos sur Facebook ou sur Instagram, quand il y a quelqu'un qui envoie des photos d'elle-même ou de lui-même, ce que l'on peut lire le plus souvent, c'est « Oh, qu'est-ce que tu es beau, mais qu'est-ce que tu es jolie, etc. » Et puis, c'est bien, mais en fin de compte,
qu'y a-t-il d'exceptionnel là-dedans? Enfin, je veux dire, c'est la personne comme elle est physiquement, elle peut rien y faire. Je veux dire, à moins de s'être fait le visage totalement par chirurgie esthétique, elle est née comme ça. Elle n'a pas fait de travail pour devenir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est encore en train de valoriser quelque chose qui est donné, ce qui est bien dommage pour les personnes qui peut-être physiquement ne sont pas aussi jolies, mais qui peuvent avoir obtenu, fait beaucoup de choses exceptionnelles, par exemple. Donc, en fin de compte, on a déplacé l'exceptionnel d'être quelque chose pour lequel on travaillait, pour lequel on faisait quelque chose, à être quelque chose que l'on est, juste parce que l'on est comme ça. Et puis, grosso modo, le nombre de likes que l'on peut avoir sur une photo sur Facebook ou sur Instagram, pour laquelle, en fin de compte, on n'a pas fait grand-chose. Donc, de notre point de vue, on a vraiment changé, on a vraiment déplacé les deux principes, les deux concepts. Pour une femme, c'est du boulot d'être belle selon les normes de notre société. Ben non, en fin de compte, parce que ou bien vous êtes belle naturellement, ou alors il vous faut faire du maquillage, mettre des vêtements spéciaux, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui, enfin, ça vous apporte pas grand-chose, pourra-t-on dire, de façon de la valorisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que si vous, physiquement, par exemple, vous n'êtes pas selon les normes belles du moment, parce que ça change régulièrement, eh ben, en fin de compte, ça va être là-dessus qu'on va vous juger. Et si on vous a jugé comme ne correspondant pas aux standards, eh ben, tant pis, quoi. Après, c'est foutu. Ce que je veux dire, c'est que justement, en appliquant ces principes et en les gardant, ces principes, en fin de compte, on enferme les femmes, dans ce cas-là, dans leur rôle de répondre à un certain standard. En fin de compte, c'est super machiste, en quelque sorte. On est en train de revenir en arrière, ce que je vous dis. Mais ça va être un autre webinaire que je vais tenir en suite de celui-ci. Donc, pour l'instant, c'est plutôt les principes un petit peu généraux, où en fin de compte, tout le monde est exceptionnel, rien que en étant comme on l'est, en répondant à certaines normes qui ont été mises à un moment donné. Oui, tout à fait d'accord avec vous, Laurence, de plus en plus machiste. À la limite, on va dire, là, je parle du monde d'adulte. À la limite, on est adulte, c'est notre problème et c'est à nous de gérer le truc et d'en parler entre adultes et essayer de faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire de donner un petit coup de pied dans la fourmilière et puis de devoir penser quand même dans d'autres directions. Le problème, c'est que ça commence à contaminer un petit peu le monde des enfants et que quand on ne valorise que l'exceptionnel, eh ben, ça vaut aussi pour eux. Et ça risque de devenir problématique parce que les enfants, ils sont pas exceptionnels. Enfin, ils ont rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent pas être exceptionnels. Pour être exceptionnel, il faut quand même avoir fait certaines choses importantes pour le monde, pour la société, pour la culture, pour je sais pas. Mais en fin de compte, il faut quelque chose. Et les enfants, ben pour l'instant, ils sont jeunes, ils sont petits et ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Et donc, si on ne valorise que l'exceptionnel, ben, tout d'un coup, ça les met de côté, ça les met sur la touche, en quelque sorte. Donc, ça risque d'être problématique. Alors, on s'est dit, bon, ben voilà, ben, les enfants, ils sont exceptionnels aussi. Voilà. Alors, chaque enfant est exceptionnel, surtout le nôtre. Hein, les enfants des autres, c'est des gamins, ils sont chiants, mais le nôtre, il est exceptionnel. Et là arrive l'un des principes desquels j'ai déjà parlé dans un autre contexte, et là j'y reviens, c'est que on confond la valeur absolue et la valeur relative. C'est-à-dire le fait que mon enfant soit exceptionnel pour moi, parce que il me ressemble, ou il ressemble à sa mère, ou il ressemble au général de Gaulle. Donc, il est exceptionnel. Parce qu'il est exceptionnel pour moi,
ça ne veut pas dire qu'il est exceptionnel pour le reste de la société. Il ne faut pas confondre. Vous voyez ? Et on est en train, en ce moment, de confondre un petit peu les deux. La valeur relative, donc parce que mon enfant a une grande valeur pour moi, donc il a également une grande valeur pour, j'allais dire le général de Gaulle, parce que Capucine vient d'écrire au général de Gaulle en rigolant. Donc il a aussi une grande valeur pour le reste de la société et le reste du monde. Ce qui fait que, en partant de ce principe, en fin de compte, on laisse les enfants s'exprimer, faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont exceptionnels. Rien qu'en étant des enfants, rien qu'en étant les nôtres surtout, eh ben, ils sont exceptionnels. Et donc, on arrive à un moment donné où on ne met pas de règles, où on laisse le gamin faire un petit peu ce qu'il veut, enfin bref. Et puis, on finit par avoir un enfant qui est difficilement supporté par les autres personnes aux environs. Et donc, dans ce cas-là, dans le temps, on aurait dit qu'il est mal élevé, ou encore à la limite, dans les milieux un petit peu plus pédagogiques, on aurait dit qu'il est plein de vie, cet enfant. Aujourd'hui, on va dire, c'est parce que c'est un enfant HP, parce que ça, il exprime son potentiel. Alors, c'est le syndrome de l'enfant HP, qui est, c'est un zèbre, comme ça s'appelle. Alors, le zèbre, qui est aussi un des sujets que je vais prendre par la suite, c'est un terme qui m'a mis un peu de temps à comprendre, parce que la première fois où on m'en a parlé, pour moi, le zèbre, c'est comme un cheval avec des rayures, quoi. C'est un cheval en costume de prisonnier, mais à part ça, je voyais pas trop le rapport avec la psychologie. Et en fin de compte, alors, le zèbre, c'est une expression qui a été définie par Jeanne Siot de Vaquin. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. En fin de compte, je m'en fous un peu, mais bref. Et c'est donc une psychologue qui a défini le zèbre. Et d'après elle, alors là j'ai la définition, alors je vous la lis. Zèbre, c'est pour désigner les personnes surdouées ou les profils à haut potentiel, parce que malgré leur ressemblance, leur rayure noire et blanche, chaque zèbre possède une robe unique qui lui est propre. Alors, je vous laisse savourer un petit peu la phrase, mais personnellement, je comprends pas trop. Parce que les personnes ayant un quotient intellectuel, un haut quotient intellectuel, les personnes HP ou au potentiel ou ce que vous voulez, elles sont déjà exceptionnelles par rapport à la moyenne. Donc là, les zèbres, ça serait les personnes exceptionnelles, des personnes exceptionnelles, ou de quoi on parle exactement. Donc en fin de compte, on en arrive un petit peu à ce syndrome de se dire que même le fait d'être exceptionnel n'est presque pas suffisant, parce qu'il faut des personnes exceptionnelles aux personnes exceptionnelles. Si vous vous souvenez bien, j'en ai parlé un petit peu dans la problématique de la dysphorie de genre, où j'ai parlé que j'ai dit que les personnes qui étaient réunies dans cette association LGBT, etc., au départ, c'était seulement LGB, puis après, on a rajouté des lettres et des lettres. Et en fin de compte, on en arrive à diviser encore plus les associations. Donc, en fin de compte, les associations d'associations. Et en fin de compte, on va finir par avoir des associations d'une personne, parce que tout le monde doit être exceptionnel. Vous voyez ? Et en fin de compte, c'est un petit peu ce qui se produit aussi sur ce principe-là, c'est que, dans les exceptionnels, et même dans les enfants exceptionnels, il y a des enfants exceptionnels et de là des enfants exceptionnels. Là, on arrive à différentes choses. Alors déjà, on a la problématique que ça fout en l'air un peu tout ce qui parle de HP, parce que un haut potentiel, ça n'est pas une question de se comporter comme un mal élevé, c'est une question d'avoir un quotient intellectuel qui est plus d'un certain niveau, qui est plus haut qu'un certain niveau,
tant que vous n'avez pas fait un test, vous n'êtes pas considéré comme HP, et ça n'est pas parce que votre gamin se comporte mal qu'il est HP. Tout comme ça n'est pas parce que le gamin n'écoute pas ce qu'on lui dit qu'il est TDAH. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui aussi est en train d'être utilisé. C'est que chaque fois que vous avez un gamin qui se comporte mal, il va dire « Ah, bah, c'est parce qu'il est TDAH ». Non, ça, c'est quelque chose qui répond à certains critères. N'y touchez pas, foutez-lui la paix, de façon à garder les TDA comme les TDA, les hauts potentiels comme les hauts potentiels et les mal élevés dans un autre groupe. Parce que en essayant d'utiliser tous ces principes psychologiques à mauvais escient, en fin de compte, après, ils veulent plus rien dire et ça fout un petit peu le bordel dans beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, le fait d'être exceptionnel, c'est déjà arrivé dans la partie où, en fin de compte, quand on se comporte mal, eh ben, en fin de compte, c'est aussi une façon d'être exceptionnel. Après, il y a le principe que, en fin de compte, à l'époque où j'étais plus jeune, je sais que j'ai l'air de parler comme un vieux réac, mais pour avoir la première place, il fallait arriver en premier, et puis pour gagner, il fallait être le meilleur. Je sais que ça peut paraître difficile, mais c'était comme ça. Et fut un temps, donc, c'était seulement les vainqueurs qui avaient les trophées. Et aujourd'hui, justement, du fait où tout le monde est exceptionnel, on peut pas dire que non, toi t'es pas exceptionnel, quoi. Non, t'es mauvais. T'es mauvais en course, t'es arrivé le dernier, la course à pied, c'est pas pour toi. Bon, voilà. Non, mais non, au lieu de ça, non, toi aussi, tu es un gagnant, mais tu es le dernier petit vainqueur de la course. Tout le monde est un vainqueur. Tout le monde est un gagnant. Et en fin de compte, on en arrive à devoir éliminer tout ce qui est frustration. Parce que sans ça, les gens sont plus exceptionnels. Sans ça, s'il y a des frustrations, s'il y a des problèmes. Donc, on en est arrivé à essayer d'éliminer tout ce qui est frustration. Sur ce domaine, les États-Unis, comme dans beaucoup d'autres domaines, sont les précurseurs. Et donc, aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle des trigger warnings, c'est-à-dire, en fin de compte, des avertissements de déclencheurs. Si vous avez Netflix ou Amazon Prime, des trucs comme ça, vous remarquerez sûrement qu'avant tout début de film ou de série, en haut à gauche, je crois, ou en haut, en tout cas, il y a écrit attention, substance, mauvais langage, sexe, enfin bref, cigarettes, alcool, drogue, etc. Et c'est un avertissement de ce que vous risquez de voir dans cette série, parce que je sais pas, quand vous regardez un truc comme Breaking Bad qui parle de quelque chose qui se produit dans le domaine de la drogue, ça risquerait de vous surprendre beaucoup et de vous faire peur si tout d'un coup on en venait à parler de drogue quand vous vous y attendez pas. Et en fin de compte, c'est le principe du trigger warning qui est donc né aux États-Unis. À l'époque, ce trigger warning, il a commencé fin des années 70 parce que je me souviens, j'habitais toujours la France et je me souviens avoir lu un article à l'époque où il disait qu'aux États-Unis, ils allaient inclure sur les pochettes de disques, alors à l'époque c'était du vinyle, que s'il y avait certains mots utilisés, ces mots étaient inscrits sur l'arrière de la pochette pour avertir les parents que leurs enfants allaient entendre ces gros mots et pour qu'ils sachent un petit peu de quoi il allait s'agir. Donc ça, je crois que ça a été le départ des trigger warnings, mais le trigger warning s'est développé de façon à, par exemple, pour vous donner un exemple, un prof, s'il doit parler d'un sujet sensible, ce qui veut dire plus ou moins tout aujourd'hui, parce que sujet sensible, il n'y a que ça, il est obligé de prévenir en avance pour que les étudiants les plus sensibles puissent avoir le temps de sortir de la classe et se préparer à cette attaque mentale que va être ce dont il va parler. Alors, ce dont il va parler, par exemple, et ça, c'est un exemple réel, c'est-à-dire que s'il parle de Mozart et qu'il n'y a pas que des élèves blancs dans la classe, il est obligé de prévenir à l'avance que ce dont il va parler, ça peut porter atteinte à l'intégrité des élèves de couleur parce que les compositeurs classiques européens, ils étaient tous blancs. Donc, il va parler d'un blanc. Et pour que les élèves de couleur ne se sentent pas totalement
déstabilisé, eh ben, il y a cet avertissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains lycées, on n'enseigne pas le solfège parce que c'est considéré comme raciste. C'est quand on prend ce principe et qu'on va un petit peu plus loin, eh ben, c'est là, en fin de compte, où on arrive. Et par la suite, il est arrivé également ce qu'on appelle des safe spaces. Et ça, en fin de compte, ce sont des lieux de neutralité. Alors ça, c'est surtout dans les universités américaines qu'ils ont ça. Alors, peut-être que vous en riez maintenant, mais riez pas trop, parce que généralement, ce genre de choses, ça arrive en Europe et en France quelques années après. Hein. Donc, si ça continue le chemin tel que nous le faisons en ce moment, ça va arriver en France aussi. Hein. Donc, ce sont des lieux de neutralité, de sécurité. C'est déjà arrivé, me dit Capucine. Bah voilà, ça vous apprendra. Ce sont des endroits qui sont dénommés comme sûrs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de jugement, aucun jugement, aucune oppression dans ces safe spaces. Et ça permet aux enfants ou aux jeunes qui se sentent marginalisés de se réunir afin de communiquer autour de leur expérience de marginalisation, en fin de compte. Et c'est pour mettre tous ces jeunes, tous ces enfants à l'abri de la frustration, en quelque sorte. Et en fin de compte, là où on est en train d'arriver, c'est que on fait rien, en ne faisant rien, on gagne tout le temps, on est exceptionnel en étant soi-même et éventuellement en ayant certains doutes ou certains problèmes. Et puis, pas de frustration, restons à l'extérieur de toute frustration de rester à l'extérieur de nous. Et donc, on arrive à un enfant roi qui supporte rien et qui pense donc tout avoir mérité puisqu'il est exceptionnel. Et en étant exceptionnel, on a donc du mérite. Donc, bien entendu, pour eux, ils ont mérité. Enfin, je veux dire, c'est dans la logique des choses. C'est même pas une critique. Je veux dire, c'est parfaitement logique. Et donc, en fin de compte, on arrive à des personnes qui s'attendent à tout sans avoir rien fait du tout. Donc, en fin de compte, on est en train de créer une cohorte d'enfants et de jeunes qui se disent ou qui se pensent exceptionnels, ne serait-ce que par leur présence même, qui supportent très mal les frustrations, qui ne les supportent même pas du tout, et puis qui, en fin de compte, n'ont pas pour habitude de faire beaucoup de travail ou de vouloir vraiment surmonter certaines choses pour pouvoir obtenir le gain ou la coupe ou le trophée qui en découle. Et ça, c'est que l'on parle de respect, que l'on parle d'argent, que l'on parle de statut, que l'on parle de rôle dans la société. Là, c'est quand on parle de tout. Parce qu'à la limite, l'argent qu'on a à la fin du mois, c'est le trophée que vous avez pour avoir bien travaillé pendant le mois. Je veux dire, tout est compris de cette façon-là. Et donc, bien entendu, quand cette pensée s'inverse, et qu'elle s'inverse déjà sur une chose, et ben de fil en aiguille, c'est un petit peu comme le système des dominos, et ben ça va après dans l'autre sens. Tous ces principes sont pourtant partis d'un bon principe. Et c'est ça en fin de compte, qui est dommage. Parce qu'en fin de compte, on s'était rendu compte, et ça a été vers la fin des années 80, début des années 90, c'était ce qui s'appelait aux États-Unis encore, le self-esteem movement, donc le mouvement de la confiance en soi. Alors bon, ça a vraiment commencé à la fin des années 60, hein, avec Summerhill, etc. Mais bon, je passe ces étapes. Et donc, le principe, en fin de compte, c'est qu'on s'est rendu compte que plus les gens ont confiance en eux, et plus ils effectuent du meilleur travail. C'est-à-dire que plus on est sûr de soi, moins on va faire d'erreurs, parce qu'on va pas trop faire de conneries, on va pas dire « Oh là là, j'ose pas » et puis faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Enfin bref, donc, comme plus les gens ont confiance en eux, et puis en fin de compte, mieux ça vaut. Donc on s'est dit bon on va insuffler aux gens la confiance en eux, quoi. On va leur donner confiance en eux. Et donc vous avez eu ce livre de la self-esteem justement qui était pour les enfants, et ça partait du principe
que, ben toi, alors là c'est en anglais le texte, mais ça commençait par toi, le petit garçon, le petit enfant qui lit ce livre ou à qui on lit ce livre, tu es très spécial. Je suis adorable, je suis aimable, je suis aimable, je suis aimable, écrit donc en majuscule. En usant ces mots magiques, les portes du royaume de l'estime de soi s'ouvrent pour les lecteurs de tout âge. Et au travers de ce royaume, il y a 24 animaux, les aimables, etc., etc. Et puis donc suit l'histoire de ces animaux. Donc en gros, le principe était d'insuffler aux enfants de l'estime de soi, ce qui est une très bonne idée au départ, mais le problème a été que ça a été quelque chose qu'on leur a donné sans aucune contrepartie en quelque sorte, sans rien. Et qu'on a, en fin de compte, inclus le fait d'être aimable avec le fait d'avoir une estime de soi, avec le fait d'être quelque chose de spécial. En fin de compte, on inverse la tendance parce que ça veut dire que si on n'est pas spécial, eh ben on n'est pas aimable. Et donc, du coup, ben, ou bien on est obligé de se dire non, là, on a fait fausse route. Ce qu'on veut dire, c'est que tout le monde est aimable, bien entendu, mais que tout le monde n'est pas spécial et qu'on n'a pas besoin d'être spécial pour être aimable. Mais au lieu de faire ça, je dis bon, ben non, on s'est pas trompé, on continue dans la même direction et on va dire que tout le monde est spécial et puis on n'en parle plus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à donner des trophées pour tout le monde et que tout le monde est devenu hors du commun. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations où vous pouvez voir que ben, une réussite des bacs en France, c'est maintenant, je ne sais même plus de combien c'est quoi, 95%, un truc comme ça. Et puis quand on lit ce que les mecs qui ont les bacs en France, ils font des erreurs que la plupart d'entre nous ne faisaient plus quand on était en CE2. Enfin, je veux dire, après un certain temps, tout ce genre de choses finit par faire perdre leur valeur, même à certains examens. Et puis on en rajoute parce que donc on arrive au principe du positivisme parce que tout d'un coup tout est positif et on met en avant le côté positif de tout, même si en fin de compte il y a surtout un côté négatif. Et puis quelques décennies plus tard, comme on en est arrivé un petit peu aujourd'hui, eh ben on arrive au fait de dire bon ben maintenant on se sent bien, peu importe quoi. Et puis, on a des trophées pour tout et n'importe quoi et pour rien. Je crois que c'était hier, tout d'un coup, j'ai vu que j'avais reçu un badge Facebook parce que j'avais fait je ne sais plus combien de likes à la page d'une personne. Donc, maintenant, j'avais un badge qui sera à côté de mon nom quand j'écrirai. Enfin, bref. En fin de compte, aujourd'hui, il vous tombe des trophées, on ne sait même plus pourquoi. Ça ne veut plus rien dire. Et puis, après, on s'étonne que les choses vont de plus en plus mal. Ben non. En fin de compte, c'est logique parce que les anciens philosophes le savaient déjà. La psychologie moderne a plusieurs études qui le prouvent. Personne n'aime les récompenses sans effort. C'est aussi simple que ça. Très rapidement, on s'en lasse, ça ne veut plus rien dire. Ça favorise les dépressions. Combien de jeunes sont en dépression? Ça, j'en ai parlé il n'y a pas encore longtemps dans un webinaire précédent. Ça favorise le narcissisme, ça favorise les handicapés sociaux. Enfin bref, d'un certain côté, on tombe en fin de compte dans l'inverse. Mais remarquez, c'est pas plus mal parce que on fait des médicaments pour tout ça, donc ça nous crée un marché, ça fait vivre pas mal de psys, les pharmacies, les médecins. Enfin bref, bon. D'un certain côté, c'est pas négatif pour tout le monde. Il y en a qui trouvent leur compte. Mais plus dangereusement encore, ça donne aux enfants une perte de responsabilité. Ils n'ont pas à prendre de responsabilité puisqu'ils ont besoin de rien faire pour être exceptionnels. Donc, pas de responsabilité. Et ce qui fait que ils apprennent rien puisqu'ils n'ont pas besoin. Et donc, on arrive à un moment où, quand les choses vont mal, tout est de la faute des autres, puisqu'on n'a jamais appris à prendre ses responsabilités. On n'a jamais appris à faire des erreurs. Et oui. Donc, on arrive à une génération d'enfants et d'adultes, malheureusement, qui vont se trouver incapables de supporter la vie réelle. Parce que
une fois sorti du cocon de l'université ou sorti du cocon des parents, et ben quand une fois arrivé sur le monde du travail ou dans le monde de la réalité, et ben tout d'un coup les choses risquent d'être très différentes. Et les leçons que les parents n'ont pas appris à leurs enfants, c'est la vie qui va s'en charger et la leçon va être d'autant plus rude. Et c'est bien pour ça que beaucoup d'universitaires restent dans le monde de l'université et ça devient un monde à part parce que en sortir, ça veut dire se frotter au réel et ça risque de faire des étincelles sur certains niveaux. Donc, en fin de compte, à force de protéger les enfants, à force de les choyer, à force de les considérer comme exceptionnels sans avoir rien fait, eh ben, en fin de compte, on en fait des handicapés sociaux qui risquent d'avoir de très gros problèmes pour supporter le réel. Ils risquent également de devenir des tyrans parce que ils vont être convaincus que ce sont des génies incompris. Ils supportent aucune frustration. Ils n'ont jamais appris à supporter une frustration. Ils en ont jamais eu. Plus qu'à la moindre frustration, oh là là, mon Dieu, non, surtout pas. Donc, bien entendu, ils vont jamais apprendre à régler leurs problèmes. Ils vont jamais apprendre à supporter certaines frustrations. Jamais apprendre à faire des économies pour se payer des trucs. Peut-être qu'ils vont l'apprendre, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça ne le serait s'ils l'avaient appris depuis la maison. Donc, il leur reste tout à apprendre et ça risque de devenir compliqué. La solution, en fin de compte, la solution, elle est, comme beaucoup de choses, elle est simple. Attention, elle n'est pas facile. Ça, c'est mon mot d'ordre. La solution est simple, mais pas nécessairement facile. Et ça risque, surtout pour les parents, de vous rendre pas très populaire. Parce que, parce qu'il est important que l'enfant se sente mal. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le torgnoler une fois par jour et le priver sans aucune raison parce que il faut que tu apprennes, lui mettre des coups dans la tronche parce que ça fait plus mal à moi qu'à toi, enfin bref. Non, mais je veux dire, il n'y a rien de dramatique à ce que l'enfant se sente mal de temps à autre. Il n'y a rien de dramatique à ce qu'il sente qu'il n'est pas à la hauteur. C'est normal de ne pas être à la hauteur de certaines choses. C'est ce qui va le motiver à aller à la hauteur. C'est ce qui va le motiver à dire, ok, tu n'es pas à la hauteur, tu veux y être. Comment est-ce que tu peux y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux bien t'aider, pourquoi pas. Mais il faut faire quoi? Il va falloir qu'il essuie des échecs. Il faut qu'il apprenne ce que c'est que de se casser la figure. Si vous mettez votre enfant dans une chaise roulante à partir de l'âge de 3 mois parce que vous avez peur qu'il tombe en apprenant à marcher, il apprendra jamais à marcher. Là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il ait des échecs. Il faut qu'il tombe pour apprendre à se relever. Il faut qu'il entre dans des conflits et que des fois, il n'ait pas raison. C'est dommage, mais c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Et puis la vie, il faut lui apprendre que la vie, c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont pas exceptionnelles. La plupart des choses, elles sont relativement banales. Et en fin de compte, elles sont banales, mais elles sont belles et elles sont importantes. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais autant moi, je peux voir l'importance de la caissière à Auchan, et autant je peux pas voir l'importance d'une influenceuse Instagram qui fait le modèle avec des nouvelles robes sur Instagram ou Facebook. Je suis désolé, je vois vraiment pas leur importance ni pour la société, ni pour le monde environnant, ni pour rien. Donc, il est important d'apprendre aux gamins que ils sont pas extraordinaires. Nous non plus, on n'est pas extraordinaires. Et puis c'est parfait comme ça. Je veux dire, il y a rien de mal à ça. C'est parfaitement bien. On est bien avec ça. Et puis, oui, on fait des conneries. Et oui, il va y avoir des échecs. Et oui, il y a des mauvais moments. Et oui, il y a des frustrations. Et puis oui, on peut devenir heureux quand même. Ça empêche rien. Ça vaut quand même mieux que le roi qui, en fin de compte, s'ennuie parce qu'il a rien fait pour devenir roi. Il l'est devenu, donc voilà. Donc il ne faut pas laisser nos enfants passer le même chemin et devenir des rois malheureux. C'est en fin de compte très dommage. Les enfants, ça leur fait du bien de s'ennuyer. Faut pas croire. Nos enfants, ils ont eu plein d'idées. Ça peut être super pour l'imagination qui s'ennuie en fin de compte. Il y a plein de trucs à faire. Mais ça, c'est aussi un autre sujet dont je parlerai un peu plus tard. C'est un sujet pour lui-même. Voilà.
C'était tout pour ce sujet. Donc ça, c'était un petit peu le chapiteau des différents sujets que je vais approfondir dans le futur. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les envoyer à cyril@malka.fr. Et puis bon, je les inclurai ou j'en ferai peut-être des webinaires. Mais sans ça, si tout va bien, écoutez, je vous dis bonne soirée et puis à d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire suivant. Au revoir. Des questions? Des suggestions? Écrivez à cyril@malka.fr. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.